Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anne Tuffigo. Croire en plus grand, croire en la vie après la mort. Anne, issue d'une famille très cartésienne, va partager son parcours avec nous. Comment ont émergé ces perceptions médiumniques et comment les accepter? C'est une violence terrible à laquelle on est confronté quand on fait son coming out spirituel. Et le fait de dire que j'étais médium m'a exposé à une violence à laquelle je n'étais pas préparée. Nous abordons des sujets délicats tels que la mort. Je suis confrontée tous les jours à des défunts qui m'expliquent comment ils sont partis et comment ils ont souffert. Et le deuil. Nous vivons des centaines de deuils dans une vie entière. Un deuil, c'est avant toute chose la compréhension que notre vie ne sera plus jamais la même. Perdre son job, c'est un deuil. Divorcer, c'est un deuil. Mais avant tout, c'est un témoignage intime d'Anne Tuffigo. C'est pour ça que je suis aussi proche des minorités. Les artistes, les gays, enfin toute la communauté LGBT, les autistes. Je me retrouve beaucoup dans l'hypersensibilité, puisque c'est le point commun en général de toutes les minorités. Cet échange t'offre les clés pour te connecter à plus grand. Nous sommes pourvus dotés de ce fameux sixième sens. Nous l'avons tous au fond de nous. C'est la corde d'argent qui nous relie au plan subtil. Si vous voulez des signes de l'univers, des changements de paradigme, changer de routine. Et changer de routine, c'est pas tout d'un coup devenir végétarien, faire un trip à New Delhi. Hein. Non, 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 non. Un épisode pour enfin te poser les bonnes questions. Oui, on ne sait pas ce qu'on veut en fait. Je ne vois personne qui d'entrée de jeu sans réfléchir dit je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Tu sais qui sont les seuls qui font ça réellement ? Et je te préviens, cette rencontre ne te laissera pas indifférent. Entre rire, émotion et Mylène Farmer, oui. N'oublie pas de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, un like, un commentaire, ça aide grandement le podcast. Et sur l'Instagram Osez by Nico, tu trouveras les vidéos pépites de cette interview. Bonne écoute. Salut Anne, comment vas-tu ? Coucou Nico, je vais très bien, merci. Je suis hyper content de t'avoir aujourd'hui. Merci de Vraiment. m'avoir invité. C'est pour moi, t'es une personne, tu fais partie des personnes. C'est un peu aussi pour toi que j'ai voulu faire ce podcast. Vraiment. T'as fait partie des personnes. Pleurer dès le début. Non, mais au début, l'année dernière, quand j'ai pensé à faire ce podcast et faire des interviews, tu étais les personnes où je me suis dit, je crée ce podcast, c'est pour avoir des personnes comme Anne Tuffigo. Merci. Donc, pour moi, même si là, tu vois, depuis ce matin, je cours, sache que derrière tout ça, il y a une vraie, je vais pas dire satisfaction, mais un vrai bonheur et une vraie gratitude. J'allais te le dire, gratitude. Ouais. Que je puisse inspirer ça, surtout. Ouais. Et moi, de t'avoir là et de partager tout ce qu'on va partager aujourd'hui parce que tu as un parcours absolument atypique. Justement, j'ai envie de commencer par ça. Tu vois, c'est comment tu te présentes parce que je sais. Et tu le dis dans ton livre, il suffit parfois d'un signe, que quand tu vas dans un taxi, par exemple, ça dépend de l'humeur de ta journée, où tu vas dire ce que tu fais parce que tout le monde n'est pas prêt, finalement, à entendre ce que tu dis. Donc, là, aujourd'hui, tu te présenterais comment à moi ? Moi, je me présenterais à toi comme une quadragénaire. Non, je me présenterais comme une femme, une maman, une Parisienne, très active et qui, aujourd'hui, a la joie et à la gratitude de pouvoir concrétiser dans la matière ce qu'elle a finalement toujours entretenu sur d'autres plans subtils. Voilà. Et les plans subtils, on va en parler. Ouais. Donc tu dis rarement, par exemple, je suis médium, c'est quelque chose que tu peux dire ou tu vas pas le présenter forcément comme ça ? Mieux, davantage aujourd'hui parce que, en fait... Pas pour me qualifier ou me mettre dans une case, mais parce que je suis une femme de combat et de défi. Et parfois, où ça va susciter les questions, où ça va faire taire tout le monde. Et du coup, je sais si ça va faire taire tout le monde. Et je me dis, allez hop, comme ça, on va me foutre la paix, finalement. Tu vois, il y a, comme tu disais tout à l'heure, ça dépend aussi de l'énergie du jour. Est-ce que j'ai envie de débattre ? Est-ce que j'ai envie de solliciter parfois aussi le mépris, parce qu'il faut pas se leurrer encore aujourd'hui. Donc ça dépend. Voilà, ça dépend effectivement de l'énergie dont je dispose. Mais de façon générale, je peux lancer ça un peu comme comme quand tu mets un bornage devant en disant vas-y, stop, fous-moi la paix. C'est vrai que c'est marrant parce que dans mon entourage et notamment mon ex avec qui j'ai partagé 9 ans de vie, il n'a jamais cru en rien qui ne soit pas plus que le côté cartésien. Jamais. Et ça a toujours été même des débats
débats qu'on a pu avoir. Et je me souviens que quand je parlais de toi, de toute façon, c'était « Ah bah oui, mais c'est du n'importe quoi ». Et c'était d'ailleurs dur d'être face à des gens qui ont ce côté un peu carré et qui ne vont pas voir plus. Et moi, je pars du principe que finalement, et pourquoi pas, et pourquoi on n'irait pas voir plus grand que soi? Parce que quand on voit la Terre, quand on voit la Lune, quand on voit le Soleil, quand on voit la nature, je me dis c'est impossible que ça soit juste comme ça. Quand on voit qu'il y a des planètes, moi je me dis c'est fou. Non, mais même la perfection de la nature. Quand on dit la perfection de la nature, c'est ce dont nous sommes dotés pour nous protéger, nous nourrir, résister, survivre. Voilà, quand je vois l'être humain est incapable de perfection déjà. Dans notre définition même, nous sommes faillibles dans la finitude et dans la limite de nos perceptions sensorielles. Or, le monde est parfait dans son fonctionnement. Je ne parle pas du monde humain. Oui. Donc déjà, ça pose débat, ça pose question. Qui est capable de perfection et d'infinitude? Nous. Ouais. Déjà. On va parler de plein de sujets, mais avant, pour recontextualiser un petit peu d'où tu viens, parce que effectivement, t'es pas arrivé avec ces capacités médiumniques, avec un claquement de doigts. Non. C'est quelque chose qui t'a toujours habité, mais qui était même effrayant quand t'étais petite, finalement. Oui. Et puis tu parlais des sceptiques, des cartésiens, c'est mon univers. J'arrive dans un univers non seulement de sceptiques et de cartésiens, mais de réfractaires à la religion et à la spiritualité. Moi, je suis d'une famille, je le dis très souvent, normando-bretonne. La guerre a fait beaucoup de pertes et de ravages. Il y a eu d'un côté tous ceux qui ont perdu leur maison dans les bombardements, mon grand-père qui part dans les camps de concentration parce qu'il est communiste. Donc, moi, quand j'arrive au monde, j'ai plus personne. J'ai pas de grands-parents, j'ai pas de cousins, j'ai pas de tantes, j'ai pas de cousines, rien de tout ça. Et donc, j'arrive dans un univers modeste, ouvrier, pécuniairement en difficulté, donc Dieu n'a fait de cadeau à personne, donc il n'a pas sa place nulle part dans mon enfance, en tout cas dans l'univers familial. Donc j'ai pas de rampe, tu vois, sur laquelle m'accrocher ou m'appuyer, parce que moi à l'intérieur, très tôt, très vite, ma vie intérieure est riche et je sens qu'il y a quelque chose dont ma famille ne pourra pas me nourrir, et surtout il y a quelque chose dans ma famille avec laquelle je ne pourrais pas communiquer dans ma famille, et Dieu sait que malgré tout j'ai eu la chance de pouvoir communiquer et sur beaucoup de thèmes avec mes parents, mais certainement pas celui-là. En tout cas. Sachant que tu avais, toi à l'époque, si je me trompe pas, tu rectifies évidemment, mais tu voyais déjà ta grand-mère que tu voyais au pied de ton lit, ce qui était pour toi pas du tout... effrayant. Souvent, moi j'étais... mon père était... Je résume ma venue au monde, j'avais peur de tout. C'est-à-dire que quand on m'a posé dans l'herbe, j'avais 6-7 mois, j'ai pleuré. Je voyais une mouche, je pleurais. Enfin, je pleurais de tout, et mon père était vraiment désespéré parce qu'il se disait mais qu'est-ce qu'on va en faire en fait, elle a peur de tout. Donc je jouais pas le soir à avoir envie de me faire peur pour aller voir des entités. C'est-à-dire que pour moi c'était le niveau mais plus de la terreur, parce que j'étais une petite fille très précieuse, vraiment c'est le mot, j'étais assez précieuse, et tout ça là, fais-moi peur et on joue aux fantômes, c'était pas du tout quelque chose qui me faisait plaisir. Donc c'était vraiment une angoisse terrible dont je ne pouvais pas parler. Que tu as réussi à faire partir à un moment donné en le demandant, c'est ça, explicitement. Exactement. Je me suis dit finalement, je vais pas subir tout le temps ça, je vais refermer cette porte et je vais m'armer de courage, enfin comme on s'arme de courage quand on a 10-12 ans dans son lit et qu'on se redresse en pensant qu'on va défier l'univers. Mais en tout cas, ça refermer la clairvoyance, ça a développé la clairaudience. C'est-à-dire que j'ai fermé une porte, mais en fait, ça en a ouvert une autre, sans que je le sache. Mais quand tu dis ça paraît quand même assez incroyable. J'imagine qu'il n'y avait pas... autour de toi, personne n'avait ces visions. On entend des fois des enfants... c'est des histoires que j'ai déjà entendues. Même une amie qui est prof, et elle me dit, j'ai des enfants qui viennent me voir parce qu'ils voient des morts. Une enfant en particulier, je ne vais pas généraliser, mais elle a une personne en particulier, et elle dit, je ne sais pas comment faire. Et elle est tellement sûre d'elle, l'enfant, quand elle me dit, elle est là, mais il y a un monsieur là, je le vois.
sûr. Et mon amie qui est prof est un peu terrorisée parce qu'elle a un côté cartésien aussi. Elle me dit mais je comprends pas en fait cette peur qu'a cet enfant. Ouais, vraiment. Non, il y a beaucoup d'enfants qui manifestent à leurs parents, puisqu'en fait l'esprit de l'enfant n'est pas encore ficelé, si je puis dire, par les croyances limitantes de ses parents, par la religion qu'on lui impose. L'enfant n'a pas de peur, en tout cas il n'a pas de peur reçue, donc il est en perception directe des choses. C'est quand on commence à créer son propre ego, sa personnalité, souvent ça arrive au CP, 6-7 ans, t'apprends à lire, compter, réciter ta poésie, faire plaisir à ta maîtresse, faire plaisir à tes parents, et là hop, ça y est, on referme un peu toute cette sphère-là. Mais avant, beaucoup d'enfants manifestent tout ça. Moi je savais que je ne pouvais pas manifester tout ça parce que d'ores et déjà il y avait un rejet franc et direct de la spiritualité, de la religion. D'ailleurs, les deux étaient mélangés, hein. Il n'y avait pas de séparation quelconque. Ma mère était fan de psychologie, psychiatrie. Enfin, dans la bibliothèque de maternelle, il y avait Freud, Pierre Daco aussi, les triomphes de la psychanalyse. Je fais punaise, ouais, je sais pas parce qu'on triomphe là-dedans, parce que moi je voyais que des gens qui allaient mal. Donc c'était mes seules lectures. Mais c'était pour savoir si on était fou ou pas. Donc, non, mais voilà, c'est si tu veux savoir si t'es fou, tu prends les triomphes de la psychanalyse. Ouais, je suis névrosée, je suis contente de le savoir. Et j'avais très peur de ça. Et c'est dans cette ambiance aussi que t'as été amenée à devenir prof de français, à rentrer finalement dans ce que peut-être tes parents attendaient de toi. Alors, une passion aussi, hein, j'ai l'impression. T'as aimé écrire, t'as toujours aimé écrire. J'ai toujours aimé écrire, mais surtout, effectivement, j'ai perdu ma mère très tôt, mais son legs principal, ça a été vraiment... en fait, ma mère avait été placée à la DAS, elle avait eu cette grande frustration de ne pas pouvoir passer... Enfin, juste d'avoir passé le certificat d'études, parce qu'à l'époque, c'était ça, et de ne pas avoir pu faire d'études. Donc, souvent, on projette sur ses enfants ce qu'on n'a pas pu réaliser soi-même. Mais c'était une femme riche de lecture et de culture, et je crois qu'elle m'a offert ce legs extraordinaire, et elle me disait toujours Anne, cultive-toi, voilà, ton père et moi nous n'avons pas grand-chose, nous ne pourrons pas te donner d'héritage, nous n'avons pas d'argent, en revanche cultive-toi, ça va t'ouvrir toutes les portes du monde. Et ça vraiment c'est resté au fond de moi, et dans mon atypie, parce que pour le coup ça a toujours été le cas, j'ai toujours été dans des milieux qui n'étaient pas les miens, c'est-à-dire que je me passionne pour la danse classique, bah évidemment c'est un milieu bourgeois, hein, c'est pas un milieu ouvrier. Après, je franchis les portes d'Hippocagne et de Cagnes et d'Henri IV à Paris. On n'est toujours pas. J'étais jamais dans mon milieu et j'étais jamais à la place finalement qu'on aurait voulu me donner, même si je répondais aussi d'une certaine façon aux injonctions parentales, c'est-à-dire d'être celle qui peut-être conduira la famille à celle qui a eu de la culture, celle qui a dépassé son milieu, celle qui a apporté quelque chose. Donc oui, il y avait ça, mais aussi la passion. Je suis une femme de passion. Je me nourris de mes passions. Je sais pas faire les choses à moitié, ce qui est parfois un problème, très certainement, mais ça m'a conduit à voilà, la passion m'a permis à chaque fois de recentrer sur qui j'étais, ce que je voulais vraiment faire, ce qui m'animait, voilà, le feu sacré, et ça m'a peut-être permis de ne pas me perdre, justement. Adolescente, tu as reçu un message comme quoi ta maman allait mourir jeune, donc une voix qui a été très claire. Ah oui. Et 14 ans plus tard 12 ans. 12 ans. En fait, j'avais 12 ans quand j'ai entendu cette prophétie terrible, et elle est partie 12 ans plus tard, tout à fait. Ouais. C'est là que tu as réouvert du coup toutes ces facultés que tu avais naturellement. C'est même pas réouverte, tout s'est réouvert, c'est-à-dire que sans m'en rendre compte, j'étais évidemment dans cette demande de réponse et de signes. Quand je dis sans m'en rendre compte, c'est que en voulant et en demandant, j'ai ouvert mon canal. C'est-à-dire que certainement que je le fermais sans m'en rendre compte. Je le fermais avec mon mental, avec mes peurs, avec mes injonctions personnelles. Mais à partir du moment où j'ai été dans l'écoute de recevoir des signes de ma mère, eh ben, j'ai réouvert mon canal. Et avec tout ce que ça allait comporter, évidemment, de vision, de passage. Le métier médiumnique, ou en tout cas la rencontre que j'ai faite avec un médium en particulier dans ma vie,
m'a permis de comprendre que la clairvoyance allait être nécessaire et de l'accepter de nouveau, hein, parce que c'était ce qui me faisait peur depuis enfant. Parce qu'évidemment, là, sur le papier, voir les défunts, il y a plus fun, hein, comme perception. Et j'ai compris que ça allait être un outil au service de ce que j'allais faire plus tard et un outil au service des défunts aussi. Tu parles de ce coming out spirituel. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer ça ? Oui, parce que évidemment, je me sens très proche de toutes les minorités, parce que j'en suis une. Et j'utilise vraiment ce mot de coming out parce que c'est une violence terrible à laquelle on est confronté et on s'en rend pas compte quand on fait son coming out spirituel. Pourquoi ? Parce que on est taxé les mêmes peurs en fait, hein, jalonnent la médiumnité qui est encore associée beaucoup à l'occultisme, à la sorcellerie, à la folie. Il y a ces trois thèmes qui sont vraiment intrinsèquement liés. Et le fait de dire en fait que j'étais médium m'a exposée à une violence à laquelle je n'étais pas préparée. Vraiment pas, et à une mise au rang, vraiment, parce qu'il y a un bannissement, il y a une mise au rang qui se fait, et il y a un jugement absolument sommaire et évidemment lapidaire. Et j'ai été soumise à ça, et évidemment, pour écouter le discours d'amis homosexuels, lesbiennes, etc., je me retrouve dans cette même violence, en fait, que mes proches m'ont fait subir, certains de mes proches, et que la société me fait toujours subir aussi. Tu as des exemples comme ça de choses qui t'ont touché ou qui te touchent encore aujourd'hui ? Oui, enfin, ma meilleure amie que j'avais depuis 7 ans, on s'appelait matin et soir quand même, hein, du jour au lendemain ne m'a plus jamais appelée. Ouais. C'est fou. Ouais, vraiment, vraiment. Les banquiers me fermaient la porte. Enfin, j'ai perdu énormément de gens. Il y a même des serveurs qui voulaient pas me servir dans les restaurants. Ouais. Ils changeaient parce que j'avais été invitée par une amie et qui a voulu, elle me dit tu vas voir, je vais lui dire ce que tu fais dans la vie, tu vas voir. Elle au départ c'était sous couvert d'une boutade, d'une plaisanterie, et en fait il a switché avec sa collègue dans leur, ils ont des carrés de table impartis, et j'ai vu la terreur dans ses yeux, hein. J'ai vu ouais, vraiment, parce que tu es médium. Oui. C'est ça qui bloque les gens. Ah oui, vraiment. La connexion avec l'au-delà, la mort. Sorcière, quoi. Ah oui, ouais, vraiment, oui. Non, mais on va y aller, hein. Ouais. Okay. Ouais, sorcière. Ah, c'est fou. Ouais. Ça me paraît dingue. Non, je t'assure. Vraiment. C'est encore le cas, hein, des fois, sur les réseaux sociaux. Oui. J'ai régulièrement des commentaires. Je suis un suppôt de Satan. Non, vraiment. Après, les réseaux sociaux, des fois. Oui, mais ça donne une tendance. Une météo. Ouais, ça donne une météo, exactement. Ça fait une météo, ouais. Après, je m'en contrefous, hein. Mais c'est pour dire que ça donne une météo encore de ce qui se passe dans les consciences et de comment on vit un peu ça. Ouais. Toi, quand tu as justement fait ton coming out spirituel, t'as... Enfin, j'ai été coming outée, hein. C'est-à-dire ? En fait, quand je suis passée du métier de prof à médium, je me suis laissée une année personnelle dans laquelle je m'étais dit je ne vais rien dire à mes proches, je vais me laisser une année pour voir est-ce que c'est ma voie, est-ce que c'est ce que je dois faire, et j'avais déjà pas besoin de subir la pression familiale, d'autant que j'avais très peur parce que j'avais perdu ma mère, j'avais pas envie non plus de perdre les seuls qui me restaient, c'est-à-dire mon père et mon frère. Et comme je les savais complètement réfractaires à tout ça, je me suis dit, je leur dirai les choses quand ce sera le bon moment. Donc ça faisait 1 an que je faisais en parallèle des médiumnités publiques dans les associations, etc. Et j'ai été invitée chez Coé, qui était, je sais pas s'il était déjà chez Fun ou sur Énergie, enfin bref, j'en sais rien, je ne sais plus. Et des collègues de travail de mon père ont entendu l'émission et sont venus le voir au bureau et on leur ont dit ah mais c'est génial, on a entendu ta fille à la radio, elle est médium, c'est génial. Et là mon père blim m'a appelé et il m'a dit et je vois son numéro de téléphone et vraiment sur le moment je suis pas dedans, quoi. Il me dit bon, alors il paraît que je dois te féliciter. Là je comprends, hein. Et il me dit écoute, je te félicite parce que t'es passé à la radio.
mais t'es médium. C'était tu vois, les mouches volées, enfin, etc. Et je me suis dit, ah là 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 là, comment je vais faire? Et il a eu des questions de père, en fait, voilà, de père pragmatique. Donc t'arrêtes tout, t'arrêtes tout égale toutes les années d'études durant lesquelles tu t'es fait chier, etc. Et l'argent que nous avons investi pour toi, parce qu'il y avait aussi quand même évidemment le sacrifice familial derrière de mes parents qui avaient donné leurs maigres économies pour que je parte à Paris faire des études quand même. Donc il y avait aussi un peu cet écho-là. Et puis, est-ce que tu vas t'en sortir? Tu vas pas être à la rue? Enfin voilà, il y avait des questions très pragmatiques. Et je lui ai dit, ne t'inquiète de rien. Bon, moi, je pétais de trouille, hein, mais je ne t'inquiète de rien. Et la réaction de mon frère a été la plus violente. Je m'étais pas préparée à ça. Je pensais que mon frère, étant de la même génération que moi, allait mieux réagir. Et il a dit une phrase qui a été lourde pour moi de sens. En tout cas, ça m'a ouvert une autre perspective en fait dans ce coming out. Il m'a dit, alors on ne savait réellement pas qui tu étais vraiment. Ouais. Voilà, c'est ça. En fait, sa vexation a été de se dire, cette sœur que je côtoie depuis, pour le coup, 24 ans, enfin, mon frère a 4 ans de moins que moi, on ne sait pas qui c'est. On ne savait pas qui c'était réellement. C'est fort, c'est ce que tu dis là, enfin, pour le coup, pour être gay, ça me parle beaucoup parce que je l'ai pas forcément vécu, mais mes amis, enfin, il y a toujours ce côté de se cacher, enfin, je l'ai pas, enfin, c'est faux, je veux pas le voir, mais enfin, il y a eu quand même toute une période où je ne disais pas du tout que j'aimais les hommes parce que je savais que ça posait un souci, ou que j'avais peur du regard des autres, ou que j'avais peur du rejet, j'avais peur de tout ça. Bien sûr. Mes parents ont été très soutenants pour le coup, donc j'ai pas ce problème-là, mais dans les gens, en tout cas, dans mon adolescence, vingtaine, ça a pu être un peu compliqué. Comme toi, tu as eu... Bien sûr. Ça m'a permis de faire un tri, finalement, salutaire. Un tri salutaire. Et ça m'a... Et à travers ça, j'ai compris la mission qui allait m'être donnée. Au-delà de la nouvelle mission que j'allais avoir d'accompagner les personnes endeuillées et d'en faire une gageure personnelle, et donc d'utiliser mes facultés médiumniques à cet effet, j'ai compris qu'il allait y avoir une autre mission, peut-être plus ambitieuse, un peu plus péremptoire peut-être, mais c'était de changer le regard que la société portait sur les médiums, ou en tout cas sur l'ésotérisme de façon générale. Dans un premier temps, je n'ai pas dissocié l'un de l'autre finalement. Est-ce que tu vois, c'est pas ça, c'est dans la vie, d'accepter ces différences, bien sûr, d'accepter qui on est vraiment, et d'embrasser en fait toutes nos polarités, que ce soit les zones d'ombre, les zones plus solaires, bien sûr, et en tout cas de ne pas être de ne pas cacher en fait, et se cacher et mettre un voile du coup sur qui on est vraiment. C'est un peu ça ce que tu fais finalement toi en te montrant au grand jour. De toute façon, la question qu'on se pose, c'est à qui est-ce que je veux plaire et pour qui est-ce que je le fais? Et en règle générale, la réponse n'est pas pour moi dans beaucoup de questionnements de notre vie. Et à partir du moment... L'univers m'a aidée. J'avais encore perdu un être cher. J'avais perdu quelque chose. L'univers m'avait dépouillé de mon lien maternel. Et vraisemblablement, les enfants cherchent toujours évidemment à plaire à leurs parents. Sur le plan terrestre, je n'avais plus à lui plaire. Tu parles de ta maman. Je parle de ma maman. Et je crois que ce dépouillement physique m'a permis de recentrer mais pourquoi est-ce que je le fais finalement aujourd'hui? Ça avait déjà commencé durant mes études et j'ai vraiment eu cette sensation, en tout cas préparatoire, en rendant mon mémoire de maîtrise à la Sorbonne. J'ai déjà eu la sensation d'une fin de quelque chose, c'est-à-dire que j'avais pas encore embrassé la carrière d'enseignante, mais en rendant ce mémoire qui évidemment, je te le donne en mille, était sur la mort, j'étais déjà évidemment préparée, ou en tout cas appelée à parler de ça. En rendant ce mémoire, j'ai eu la sensation que quelque chose se terminait, certainement d'universitaire et d'académique, mais ça je ne le savais pas, et réellement ensuite
les concours de l'enseignement, etc., ont été pour moi pas des moments très fun déjà, et puis certainement des moments logiques dans ce qu'on attend d'études littéraires, mais je savais déjà que certainement il y avait eu un décroché à ce moment-là, et que la carrière d'enseignante n'allait pas être celle qui allait me satisfaire le plus. C'est quoi pour toi la mort ? C'est un passage. Ouais, c'est un passage, c'est une transition, et c'est un retour à la maison. Il y a des raisons d'avoir peur de la mort ? Bien sûr. La souffrance. Ouais. Bien sûr, la souffrance. Moi, je suis confrontée tous les jours à des défunts qui m'expliquent comment ils sont partis et comment ils ont souffert. Il y a le manque de ce qu'on aime. Et il y a aussi... cette sensation de ne pas avoir écrit tous les chapitres de son livre. Et je crois que ça, c'est encore plus abyssal. D'être au crépuscule de sa vie et d'être inondé de regrets ou de remords pour ceux qui estiment encore pouvoir faire quelque chose. Et ça, c'est abyssal comme sensation. Il y a un livre je sais plus le nom de la personne qui a interviewé des personnes en fin de vie. Absolument. Et ce qui revenait dans les regrets, c'était de ne pas avoir réalisé les rêves qu'on n'a pas pu réaliser sur Terre. Oui. Et c'était pas du tout. C'était aussi l'amour, mais ce n'était en aucun cas l'argent ou l'abondance. Non, jamais. Tout ça Et dire la vérité, se demander pardon et dire qu'on s'aime. C'est 3 grandes thématiques essentielles des regrets des vivants. Les gens qui viennent te voir, justement, c'est pour quelles raisons ? Ils ont un besoin de connecter. C'est dans la tristesse, c'est dans le manque, c'est dans le besoin de réponse. Oui, c'est tellement différent. Je dirais tout d'abord, vraiment les premières raisons essentielles, c'est est-ce qu'il ne souffre plus et est-ce que j'ai tout fait en mon âme et conscience pour l'accompagner comme il fallait. Ça, il y a vraiment une première peur et une culpabilité sous-jacente dans l'idée de ne pas avoir été au bout de ce que l'on pouvait faire pour l'être aimé. Il y a ensuite besoin de recréer de la communication, parce que si on recrée de la communication, c'est qu'on ne s'est pas tout dit. Je t'en ai voulu, voilà, ou est-ce que tu me pardonnes, ou est-ce que je peux te pardonner, ou pourquoi tu m'as fait ça. Donc il y a le désir de vérité aussi, beaucoup. Pourquoi tu m'y fais un tes jours, qu'est-ce que je n'ai pas compris à travers ton désespoir, quelles sont les vérités que tu ne m'as pas dites, pourquoi tu m'as laissé comme ça. Enfin, il y a un vrai désir de vérité. Et ensuite, quand on est dans un cheminement spirituel et un chemin de deuil plus apaisé, c'est qu'est-ce que nous pouvons encore faire ensemble. C'est beau, ça. C'est beau, cette suite. C'est effectivement de voir qu'il y a potentiellement plus grand. Exactement. Et dans cette grandeur, on peut y trouver un apaisement au quotidien. Voilà. Et souvent ces phrases de « mais la personne est toujours là ». Des fois, c'est dit comme ça, mais en fait, quand on le ressent, c'est souvent beaucoup plus fort. Après la résilience, il y a la transcendance. Oui. Voilà. Mais évidemment, il faut avoir cheminé sur ses émotions, sur son rapport à l'autre, et aussi beaucoup le pardon, parce que c'est un chemin d'apaisement et qui laisse de la place à la transcendance, et qui laisse ensuite... Il y a quelque chose de très fort, c'est que le lien avec un être aimé se transfigure dans l'au-delà. Et souvent, nous voulons garder intacte la relation que nous avons eue sur le plan terrestre avec cet être aimé, mais irrémédiablement, le lien se transcende, se transfigure et devient finalement différent. Moi, je dis souvent que de mon vivant, j'ai aimé ma mère comme une fille aime sa mère. Et j'ai découvert, après son départ, une âme qui aime une autre âme. Et du coup, mon rapport à elle a complètement changé. D'abord, il s'est enrichi, mais il sous-entend un deuil de ce lien unique que j'avais à elle en tant que mère, même en tant que fille. Très beau lapsus. Non, voilà, c'est ça. Mais... Il y a évidemment des moments où, dans mes appels de phare, je redeviens et je suis éternellement une fille pour elle, et je lui demande, comme une petite fille a besoin de réconfort, de se manifester. Parfois, je tape des pieds et des mains en disant non, mais là, je veux un signe d'amour et de réconfort maternel. Ouais.
C'est vrai que j'y pensais quand tu parlais là. Ça peut paraître un peu, pas dérisoire, mais très différent de ce que tu viens d'évoquer. J'ai perdu mon chat il y a quasi 1 an, jour pour jour. C'était le 25 novembre, à la sortie de l'album de Mylène Farmer, le dernier. Et en fait, la veille, je faisais une interview de podcast avec un investisseur immobilier. Ok. Donc, on est un truc investisseur là, on est sur, qui me parlait d'un burn-out et comment il avait changé de vie. Tony, pour ceux qui veulent aller voir si ça intéresse, c'est dans les premiers podcasts. Et il me dit, mais on papotait pendant l'installation, que sa copine est médium pour les animaux. Moi, sur le coup... Ok. Pourtant, je pense pas avoir de gros jugements, mais ok, bon, pourquoi pas. Et le lendemain, mon ex m'appelle et me dit faut que tu rentres plus tôt que prévu, parce que mon chat était malade depuis quelques mois. On savait au courant de son état de santé. Voilà. Et là, faut que tu rentres parce que c'est la fin. J'ai pris un train plus tôt, j'avais encore une interview de podcast que j'ai décalée. J'ai pris le premier train pour rentrer. Je suis arrivée. Elle l'a attendu, c'est-à-dire qu'elle était dans un état lamentable depuis le matin, elle a attendu. Je ne sais pas pourquoi, j'ai appelé donc cet ami investisseur. Est-ce que je peux avoir le numéro de ta chérie ? Il s'est passé quelque chose de dingue, c'est que je lui ai donné 2-3 informations. Et en fait, mon chat a eu une respiration très bizarre le temps qu'elle faisait une sorte de travail. Ça a duré 10 minutes. Elle m'a rappelé, elle m'a donné des informations où j'étais là, mais comment tu peux savoir ça? Ça me paraissait fou, du style que la musique était plus qu'important pour moi dans ma vie, et de mettre une chanteuse qui me tenait à cœur, Mylène Farmer, depuis que j'ai 14 ans, qui sortait son album ce jour-là. On est deux, sur Mylène Farmer depuis que j'ai 14 ans. Aussi ? Bien sûr, elle m'a beaucoup aidée. Vraiment, elle a fait partie de mon éveil. Ah ouais, mais oui, parce que c'est la première qui m'a permis de me pencher sur réellement les textes de Baudelaire, Edgar Allan Poe, Alan. Voilà, elle avait un rapport à la mort et à la vie. Elle a un rapport à la mort et à la vie très ésotérique, très spirituel. Réellement, j'ai ouvert une porte de façon plus sereine avec elle. Quand elle chante Chloé comme une petite fille, alors que Chloé s'est noyée. Non, mais voilà. Dans la cour de récré, je chantais ça et je me dis tiens, il y en a une autre qui chante la mort, Chloé s'est noyée. Très bien. Et voilà, je passais déjà un petit peu pour la chelou du coin, mais elle m'a ouvert beaucoup de portes, bien sûr. On a des points communs. On en a des points communs. Mylène Farmer, les origines bretonnes, je suis breton, absolument. La danse classique. Absolument. et nos coming out respectifs. Nos coming out respectifs. Mais c'est vrai, bien sûr. Et c'est aussi pour ça que je suis aussi proche des minorités, les artistes, les gays, enfin toute la communauté LGBT, les autistes. Je me retrouve beaucoup dans l'hypersensibilité, puisque c'est le point commun en général de toutes les minorités. Et puis l'intuitivité, c'est-à-dire qu'on est obligé de déployer comme une forme de survie et comme une forme d'autre communication. Il y a un autre langage qui se crée. Pour le coup, juste pour terminer avec mon chat, j'ai trouvé incroyable. Quand elle m'a délivré les messages, ça me paraissait fou. Ou même, tu vois, quand elle m'avait dit, elle a autant aimé la vie à deux que la vie seule avec toi. Et c'est vrai que j'avais vécu seule avec elle, mais là, j'étais avec mon compagnon et on a fait la fin de vie, entre guillemets, à deux. Et c'était des choses qui faisaient sens. Et mon copain mon ex qui était là, était perturbé parce qu'il disait c'est quand même dingue. J'ai raccroché. Je lui ai fait un au revoir. Elle est décédée dans la chambre en 15 secondes. 15 secondes. J'ai eu les messages. Elle a fait un peu aussi le rôle de passeuse d'âme. Du coup, cette femme. J'aime tellement les animaux. Enfin, c'est tellement ce sont des grands enseignants. Je les vois quand ils sont décédés, je les vois de façon encore plus prégnante que les défunts. C'est-à-dire que parfois, j'ai même l'impression qu'ils sont dans la pièce. Tellement je pourrais les toucher, etc. Et j'ai beaucoup de consultants qui viennent pour des messages de leurs animaux disparus. Et excuse-moi, je souris un peu parce que c'est vrai que même en te le racontant, ça paraît toujours un peu perché. Non. C'est comme ça.
Pour moi, ce sont tellement. D'abord, ce sont des compagnons. Je veux dire, ce sont des compagnons inconditionnels. Ils ne viennent à nos côtés que par amour. Ils n'ont rien à gagner, rien à perdre, si ce n'est l'amour qu'on va leur donner ou malheureusement les mauvais traitements qu'on va leur infliger, et ils sont là, quoi. Et je trouve ça, cet amour désintéressé me met à chaque fois dans l'humilité. Voilà, c'est ça en fait. Moi aussi, hein, j'ai un chat qui est ma compagne. Bah oui, c'est ma compagne du quotidien. On a des grandes conversations toutes les deux, forcément. Et puis elle, en plus, elle est comme je consulte chez moi, elle a tout le festival des défunts qui passe toute la journée. Elle est blasée. La mienne, tu sais, tu la vois passer dans le couloir comme ça. Ah oui, encore du monde là. Alors, elle repart vers sa sieste. Mais oui, bien sûr. Mais ce sont des êtres exceptionnels. Vraiment, j'ai un infini amour pour eux parce qu'ils sont justement dans ce désintérêt de la matière, de tout, quoi, et dans l'acceptation de leur départ aussi. Ouais. Quand même. C'est vrai, il y a une espèce de sagesse, d'acceptation, de résilience au départ que je trouve noble, moi, vraiment. Dans le deuil, tu parles souvent du deuil parce que pour toi, c'est un vrai changement. Et que ce soit un deuil physique, mais un deuil de métier, de couple, etc. Est-ce que tu peux nous parler de ce fameux deuil qui transforme la vie finalement ? Oui, je dis souvent que le mot deuil n'est que réduit dans sa définition, puisque nous vivons des centaines de deuils dans une vie entière, et que le process est toujours le même en fait. C'est-à-dire qu'un deuil, c'est avant toute chose la compréhension que notre vie ne sera plus jamais la même. Mais nous vivons plein de deuils. Perdre son job, c'est un deuil. Divorcer, c'est un deuil. Se fâcher avec un membre de sa famille, c'est un deuil. Affronter l'épreuve d'un cancer, c'est un deuil. Perdre un être cher, c'est un deuil. Pourquoi ? Parce que c'est le deuil, tout d'abord, de la vie que nous menions avant et que nous ne mènerons plus jamais, ou en tout cas qui sera évidemment différente. Et le process est le même. Le déni, la colère, la culpabilité, le chagrin, l'acceptation, nous passons par les mêmes phases de deuil parce que c'est universel. Et contrairement à ce qu'on peut penser, il y a certains deuils de la vie de tous les jours qui sont bien plus destructeurs que des deuils physiques. On connaît tous et toutes des gens qui ne se remettront jamais d'un chagrin d'amour. On connaît tous aussi des gens qui tombent en burn-out parce que socialement, ils ont été destitués d'un job, d'une position, d'un titre, et pour qui ensuite la vie ne sera qu'une succession d'échecs. Et j'essaye de mettre ça en avant pour dire le process est le même finalement dans tout ce que vous vivez, et il faut apprendre ce schéma de cheminement de deuil pour renaître à nouveau, et aussi dire pourquoi est-ce que cette épreuve m'est imposée aujourd'hui, qu'est-ce que je dois en comprendre et comment je peux changer les choses. C'est les questions à se poser justement. Ouais. Pour toi, quand on vit un chamboulement, un changement, un deuil, c'est s'asseoir, peut-être prendre une feuille. Oui. Et se poser les questions de pourquoi, quels sont nos ressentis. Oui. Je te pose la question, c'est pas si innocent. Je comprends quand tu avais parlé de plusieurs deuils, qu'effectivement j'en ai vécu plusieurs. Voilà, je suis en pleine séparation. Je pense que ceux qui écoutent le podcast, ils sont au courant. J'en parle assez souvent. Et je vis, mais pour moi, c'est un deuil. Après 9 ans de relation, repartir à zéro, changer d'appartement, passer d'un 60 mètres carrés à un 17 mètres carrés. Enfin. Et des fois, je me dis, mais ça va durer combien de temps en fait ? Là, c'est depuis juin, et c'est long. C'est long. C'est rien. Sûrement. Là, c'est rien. Non, c'est rien. Imagine 9 années de vie auprès de quelqu'un, c'est pas anodin. Ouais. Et tout ce que tu vis là, ce sont des... On est toujours trop pressé. On est toujours trop pressé de vouloir aller mieux, et on s'écoute pas en fait. Et c'est ça aussi, le temps du deuil des uns n'est pas le temps du deuil des autres. Toi, justement, c'est marrant la question que j'ai, mais comment tu vas ? Comment je vais ? Eh bien, cette question, je suis dans la recherche d'équilibre, perpétuellement, et d'harmonie. Je pense que c'est ma plus grande difficulté, c'est déjà de côtoyer, d'équilibrer les deux univers qui m'habitent, dans lesquels je vis,
parce que je suis quand même sur 2 plans différents. Essayer de réussir ma vie de femme, réussir ma vie de médium, réussir ma vie de maman, trouver les équilibres, résoudre les souffrances, les fragilités. C'est ça, je suis une équilibriste qui essaye perpétuellement de trouver cette recherche d'harmonie qui fait vraiment partie de moi, hein. C'est vraiment voilà, d'équilibrer le superficiel comme le profond. Les gens sont... Comme toi, j'ai les réseaux sociaux, je suis madame maquillage, rouge à lèvres. Moi, j'ai pas le moral, j'achète du chocolat et un rouge à lèvres, hein, c'est clair. Ah oui, c'est sûr. Et les gens, dans un premier temps, se disaient mais qu'est-ce que c'est que ça de parler des rouges à lèvres et de la beauty? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Vous êtes une femme spirituelle, parlez-nous de Dieu. Mais je dis pas du tout, en fait. Justement, je suis à la fois légère et intense, joyeuse et dépressive. Enfin, il y a tous ces... Tu parlais des polarités tout à l'heure, c'est ça, c'est essayer d'équilibrer les polarités, et c'est ce que j'essaye de faire. Et il y a ce goût chez moi... Comment dire, j'ai tellement conscience de notre passage terrestre, de son côté éphémère, que j'ai cette envie parfois de dire oh, je vais faire ça, il faut que je fasse ça, c'est important, ça me motive, ça me nourrit, j'y vais, et d'être dans le moment présent. Parce que le pire pour une médium, je le dis quand même, c'est d'être dans le moment présent, puisque ma vie n'est que projetée sur des impressions, des intuitions, des certitudes, des informations, et inexorablement, je dois les vivre les moments et les vivre avec patience. Je t'assure que c'est très compliqué. Et justement, tu vois, on doit peut-être te le dire des fois, mais je te pose la question d'ailleurs du coup, voilà, plutôt que de faire des suppositions, est-ce que quand on s'appelle Anne Tuffigo, qu'on a l'oracle des signes, il suffit parfois d'un signe, que donc on comprend, qu'on a des perceptions, qu'on entend des choses, qu'on a des facultés pour voir plus grand et l'invisible, est-ce que la vie est plus facile ? Non. Mais pas du tout. Non, bien sûr que non. Elle est certainement remplie de plus d'émerveillement et de gratitude. Ok. Malgré tout. Moi, je suis tellement respectueuse et dans la gratitude de mes invisibles que je crois que je suis animée de cet amour perpétuel. Voilà, vraiment, ça c'est quelque chose qui... je suis honorée d'être leur représentante et leur messagère, et je me suis engagée, malgré toutes mes passions, à ne jamais les délaisser. C'est vraiment quelque chose de très important pour moi, et ça c'est quelque chose qui m'anime au quotidien et qui me permet très certainement d'équilibrer ma balance personnelle, émotionnelle de comme tout le monde, tout me saoule, j'ai envie de me casser en vacances, j'ai envie de bouffer 12 tiramisu et puis c'est tout, laissez-moi tranquille, j'ai envie de faire 12 heures de shopping et puis c'est tout. Voilà, ça me permet tout de même d'être... j'ai peut-être plus conscience que les autres que nous ne sommes tellement jamais seuls, que mes coups de blues et mes chagrins ne trouvent de place que quand ils commencent à être illégitimes dans leur forme et dans leur fond. Voilà. C'est fort ce que tu dis là, parce que ça montre que finalement c'est ta foi en la vie, oui, et en ce qui t'entoure, oui, et que donc tu peux potentiellement difficilement sombrer dans quelque chose de trop bas, puisque oui, tu sais que tu es entouré. C'est ça, hein ? C'est ça, et je rappelle que ma grand-mère a mis fin à ses jours, ma mère a mis fin à ses jours. Donc en plus, je viens d'une lignée de femmes suicidaires, et certainement que mon apport à moi a été d'abord de me battre pour la vie, de dépasser ces croyances, j'allais dire limitantes, et ces injonctions finalement transgénérationnelles auxquelles j'ai été confrontée moi en tant qu'enfant. Donc être une femme dans ma lignée, c'est être malheureuse et c'est aller chercher la mort. J'ai cherché la mort, mais très différemment, parce qu'en fait, j'y ai rencontré ma mère et ma grand-mère déjà dans la mort, et j'ai pu avec elles
recevoir un apprentissage puissant et finalement essayer de voir la vie différemment, aussi. Tu penses que ta mère et ta grand-mère étaient médiums ? Je le suppose pour ma grand-mère, que je n'ai jamais connue, parce que j'ai entendu dire qu'elle était très intéressée, qu'elle allait voir les rebouteux, parce qu'en Bretagne, en Normandie, on parlait d'un, tu les as connus, voilà, qu'elle faisait nettoyer sa maison, mais c'est tout ce que j'ai eu d'elle. Ma mère, absolument pas, mais du tout. C'était pas refoulé, selon toi ? Exactement, je pense que c'était un rejet, en tout cas une coupure nette et franche. J'ai une fille, je crois que le courant sur le 220 est repassé au niveau maternel malgré tout. Oui, peut-être ai-je ranimé une flamme transgénérationnelle qui s'était éteinte avec les chagrins et la mort. Tu penses que tout le monde peut avoir des facultés médiumniques, mais ou quelque chose qui sur un plan plus subtil ? Intuitif, tous. Nous sommes pourvus, dotés de ce fameux 6e sens. Nous l'avons tous au fond de nous. C'est la corde d'argent qui nous relie au plan subtil. C'est celui qui nous fait jamais finalement oublier d'où nous venons, même si nous ne croyons plus en rien. D'ailleurs, il suffit que tout le monde aille mal et tout le monde fout les genoux au sol et tout d'un coup demande de l'aide à Dieu, alors qu'il n'y croyait plus jusqu'à présent. Donc ça, c'est vraiment le fil qui nous relie aux êtres finalement subtils et spirituels que nous sommes. Et c'est une corde de protection aussi. Notre intuition, c'est la voix de l'âme qui est là dans les moments où on dit t'es sûr de toi là ? T'es vraiment sûr de toi ? Il y a vraiment une infinie protection dont nous sommes tous pourvus, mais que nous n'écoutons pas pour plein de raisons. Plaire aux autres, ne pas s'écouter soi-même, se sacrifier parfois ou se faire du mal. Et un manque de temps aussi quelque part. J'ai l'impression qu'on court tout le temps et qu'on n'arrive pas à s'écouter parce que dans une vie même parisienne, enfin je dis parisienne, mais enfin bon, pour tous ceux qui nous écoutent et qui vivent ailleurs, je pense qu'ils peuvent être potentiellement dans une course. Courir, c'est fuir. Hein. Ouais. Courir, c'est fuir. Et la question qu'on se pose, c'est que fuis-tu ? Bah oui, que fuis-tu dans ta course folle ? Qu'est-ce que tu ne veux pas ou voir ou pas entendre ou finalement pas embrasser ? Voilà, il y a ça surtout. Beaucoup de gens qui se perdent, et si tu as reçu des entrepreneurs qui se burn out à la fin, c'est parce qu'ils étaient dans une apparente gestion de tout, justement en fait dans l'under control, tu vois, de tout contrôler et du coup de faire taire au fond de soi les douleurs parfois criantes. Mais je viens là de 4 ans où j'ai fait de l'immobilier à fond, où je faisais que ça, où je contrôlais tout. Et par la suite, j'ai eu un besoin de voir qu'est-ce qui faisait sens, en fait. Parce que c'est bien beau, entre guillemets, de gagner de l'argent et d'être dans l'entrepreneuriat, l'investissement. Ouais. Mais pourquoi ? Et des fois, je me pose la question... Parce que des fois, j'ai l'impression que les gens réfléchissent pas. Je me dis, est-ce qu'ils passent à côté de quelque chose ou est-ce qu'ils ont raison de pas trop réfléchir ? Tu vois ça ? Non, mais là, t'es dans la théorie freudienne. La vie est une recherche de plaisir, en fait. Ouais. C'est ça. Si on suit, évidemment, la théorie freudienne, on est pourvu d'éros et de thanatos, pulsion de vie, pulsion de mort. Est-ce qu'on est dans le carpe diem, c'est-à-dire la nature première de l'être humain, c'est de jouir, de façon générale, ou de façon sexuelle, ou de façon, enfin bref, gustative, tout ce qu'on veut. Il y a la recherche des plaisirs, mais à un moment donné, il y a la recherche de sens. Et souvent, on est tous conditionnés, soit dans une recherche unique de plaisir, soit tout d'un coup, pour la survie, dans une recherche de sens. Comment, selon toi, on trouve un sens à sa vie ou sa mission de vie ? Tiens, utilisons un grand mot. Ça sent des écrits futurs. On trouve un sens à sa vie quand on embrasse ses épreuves. Toutes les épreuves que nous avons vécues sont déjà une définition subtile de ce que nous sommes venus travailler et dépasser. Ne cherchez pas les choses positives dans votre vie, concentrez-vous uniquement sur vos faiblesses et vos épreuves et vous savez déjà ce pourquoi vous êtes amené à remplir une mission. Et à contribuer. Ouais. Qu'est-ce que tu as osé de plus grand dans ta vie, toi, Anne ? T'as osé, mais qu'as-tu vraiment osé de plus grand ? Qu'est-ce que j'ai osé de plus grand dans ma vie ? De faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire de
D'écrire déjà. Je pense que pour moi, l'acte, c'est fou ce que je veux dire, parce que finalement, je te dis ça, que j'ai fait une médiumnité publique au Grand Rex devant 3000 personnes, quand même. Et finalement, écrire a été un acte de bravoure ultime pour moi. D'abord parce que j'ai la reconnaissance de mes pairs, hein, quand on s'est tapé Hippocagne, Cagne, la Sorbonne, et on vous dit, vous n'êtes que des bons à rien, tu vois, et que tu vois Victor Hugo comme ton grand-père que tu n'as jamais eu et qui est dans le génie, poser son âme voilà, sur des feuilles de papier, pour moi, ça a été un acte de bravoure ultime. Et c'est vrai que ce que tu dis, je le comprends totalement, dans le sens que ton livre, il suffit parfois d'un signe. C'est clairement pas un bouquin écrit en 5 jours en mode j'ai fait des chapitres et je balance 2-3 informations. Non. Il y a une qualité d'écriture, il y a beaucoup de références. C'est la même chose avec ton oracle. On n'est pas sur un oracle, juste on balance des photos, des coloriages. C'est ça. En mode c'est l'harmonie. Aujourd'hui, l'harmonie. La justice. Non mais oui, bien sûr. C'est beaucoup plus profond. Je sais pas faire ça. Quand je dis que je suis une femme passionnée, c'est que je veux aller au bout des choses. Je fais pas voilà, pour faire. Je suis animée de cette passion et de cette transmission. Et c'est bien d'ailleurs ce qui parfois me ronge. Hein. Je suis une ultra perfectionniste, donc il y a forcément une forme de contrôle derrière. Hein, j'en suis consciente. Mais il y a aussi peut-être que quand on est une messagère, évidemment, on se sent investi. D'être la légataire la plus fidèle possible à ce que l'on ressent, ce que l'on sait, ce que l'on entend. Peut-être que si je devais faire quelque chose juste by Anne Tuffigo, peut-être que je serais moins... Quoique. Bon, mais moi, je suis en train de mentir là. Mais en plus de surcroît, dans la spiritualité, il y a cette sensation de dire je dois reproduire au mieux, le plus fidèlement possible et avec le plus d'âme possible ce que j'ai entendu, ce que l'on m'a dit et ce que j'en sais. Donc forcément, je chierai jamais sur un coin de table un truc, histoire de répondre à une injonction éditoriale, journalistique ou autre. Et d'ailleurs, mes choix éditoriaux ont été faits en ce sens. C'est-à-dire que dans mes choix de maison d'édition, par ailleurs, qui ont été Flammarion et aujourd'hui Albin Michel, d'abord ce sont des maisons d'édition généralistes et donc tout public. Et ce qui était très important pour moi qui viens du peuple, et les gens qui viennent me voir sont des gens populaires, c'est Madame Michu, c'est Monsieur Longchamp, enfin bref, c'est tout ça. Je voulais que le message que j'allais écrire puisse être lu de tous. Je voulais pas être dans une niche, puisque je voulais que cette spiritualité puisse être à portée de tous. Et donc, mon premier défi, c'était celui-là. C'était de dire, voilà, je veux que ça soit une maison d'édition populaire pour qu'il n'y ait déjà pas de rangement dans une case. Et puis, justement, c'était une continuité littéraire. Voilà, de dire, et pourquoi des écrits de médium devraient-ils être rangés dans une case de niche, alors que finalement, on peut parler aussi bien de Dieu, de la mort et des défunts que du dernier roman d'Éric Emmanuel Schmitt, par exemple, que j'aime beaucoup. Allez hop, pourquoi pas. Il y a un truc chez toi qui me marque, et je pense que c'est pour ça que je t'apprécie autant, c'est que t'as une forme d'authenticité incroyable. Je sais pas pourquoi, quand je te vois, depuis de toute façon que je te connais, même via les réseaux, il y a un truc chez toi qui est d'une sincérité, tu vibres, tu l'as dit, je suis une femme passionnée. Ouais. Ça se ressent tellement, je trouve. Je crois. Hein. Tous les jours, je consulte, à peu près, 4-5 jours par semaine. Au-delà de ça, tous les jours, je suis sur le terrain. C'est-à-dire que je suis une femme de terrain. Je rencontre mes consultants, je vais dans leurs drames, dans leur... hier encore, j'ai été confrontée à un agriculteur qui a perdu sa femme, qui n'avait que 45 ans. Moi, j'en ai 46, tu vois, donc, et qui voulait savoir pourquoi elle s'était pendue dans sa grange. Donc, quand on est tous les jours sur le terrain, on peut pas
s'envoler. Tu vois ce que je veux dire? On peut pas. Bien sûr que ça nourrit notre ego, bien sûr que on est fier de son travail, etc. Mais je ne peux pas sortir de la réalité des choses. Voilà. Et j'ai beaucoup de mal avec. Pardon pour ce que je vais dire, mais certains journalistes, certains auteurs qui proposent des grandes théories ou des grands témoignages de on-dit. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai envie de dire, tu sais, c'est comme si quelqu'un qui s'était intéressé de loin aux infirmières écrivait un livre sur elles. Mais j'ai envie de dire, mais elle va t'expliquer, son métier, en fait, son timing, le nombre de patients dont elle doit s'occuper, la fatigue, les injonctions du cadre de santé au-dessus d'elle, la mort auquel elle est confrontée, la solitude des gens, la misère. Et je crois que c'est ça, en fait. C'est aussi... je ne peux jamais oublier ça, en fait, puisque j'y suis quotidiennement confrontée. Ça explique beaucoup de choses. Je pense aussi. Voilà, parce que c'est un renouveau quotidien. Voilà, c'est une expérience humaine quotidiennement renouvelée, surtout. Je sais pas pourquoi j'avais noté une question. Bah vas-y. Parce que là on était dans le grave. Là ça va leur donner un côté un peu plus léger. Vas-y. Si tu étais un goût, tu serais quel goût? Non, mais évidemment le chocolat. Bah oui. Ah oui, non, mais là... Et si tu étais un maquillage, tu serais un rouge à lèvres? Là, par contre, là, tu vois, c'est la balance qui revient en force. Ouais, parce que je suis très gourmande. Non, je suis très. En fait, j'étais au conservatoire de danse classique. Hein, école le matin, danse l'après-midi. Fallait arriver pimpé. Hein, oui, parce que tu vas dire bonjour au maître de ballet, etc. Et tu bouffes 3 feuilles de laitue. Hein, parce que tu es quand même confronté au regard et aux injonctions de ton prof. Donc forcément, fallait pas bouffer, fallait être... C'est très dur d'ailleurs, hein, forcément, dans l'image qu'on a de soi. Qu'est-ce que je faisais dès que je sortais du cours? J'allais acheter des flans au chocolat à la boulangerie d'à côté et je les mangeais comme le plaisir interdit ultime, tu vois. Donc, c'est un peu mes petites échappées belles. Et puis le maquillage, c'est parce que... en plus, c'est une transmission de femme, hein, le maquillage, parce qu'on était dans les vestiaires, il fallait arriver impeccablement maquillée, coiffée. Hein. Tu pouvais pas avoir un cheveu qui dépassait, sinon tu retournais dans les vestiaires. Et à la fois... quand je dis c'est ma transmission de femme, j'avais pas de transmission de femme, moi. J'ai pas de sœur, ma maman elle était pas du tout coquette, et j'avais pas de tante, pas de grand-mère, pas de cousine, et donc le premier leg des femmes c'est celui-là, tu vois, apprendre à se maquiller, apprendre à se rendre belle, et donc c'est finalement dans cette sororité que j'ai gardé ces plaisirs-là. Voilà. Que tu lègues à ta fille aujourd'hui? Que là, c'est plus un leg, là c'est un rapt. Elle me pique tout. Mais oui, c'est ça. J'ai manqué de sororité dans ma vie de femme. Et justement, j'essaye aussi à mon tour de déployer un peu de sororité. Tu vois, on va parler vrai, Nico, l'univers de la spiritualité, c'est pas les féfés, les clochettes et les licornes. Hein. C'est un univers très, très âpre, très concurrentiel, où il y a beaucoup de jalousie. C'est triste à dire. Hein. Moi, je suis arrivée un peu version Candy. C'est waouh, ça va être beau, tout le monde va s'aimer. Ah non, tout le monde va pas s'aimer du tout. Et les égos sont parfois très lourds et très durs. Et moi, je me dis, mais non, merde, entre femmes, soyons solidaires. Apportons-nous des compléments de savoir, de l'aide, aidons-nous à nous relever, trouvons-nous belles, enfin zut quoi. Et c'est important ça pour moi, c'est important. Pourquoi selon toi, justement le milieu de la spiritualité peut être si compliqué? Là où justement tu parlais, c'est pas des fées et des licornes, ouais. Ça peut être plus compliqué de par les égos de chacun. C'est ça. Des fois j'ai l'impression que la spiritualité nous enferme plus qu'elle nous libère. Pourquoi? Oui. Être dans la lumière sous-entend épouser sa part d'ombre. On est d'accord. Je suis un peu protégée en tant que femme, mais il faut savoir que 80% du public spirituel ésotérique est quand même féminin.
Imagine-toi un homme qui est là-dedans avec comme un coq dans la basse-cour et qui en plus se prétend être pourvu de facultés particulières. Bon, bah alors là, si tu avais des failles narcissiques, tout le monde est confronté à sa part égotique, tout le monde est confronté à cette part de lumière tout d'un coup et il doit la gérer. Et je déplore en revanche effectivement cette concurrence, enfin cette rivalité, cette jalousie. Je suis pas née de la dernière pluie. Je sais que c'est comme ça dans tous les milieux, mais je pensais que ça allait être un milieu un petit peu plus épargné et ça ne l'est pas. Et tu penses quoi du mouvement New Age ? Ce mouvement qui peut être avant de partir en Inde, parce que je suis parti en Inde là, en début d'année, j'avais un trop plein de spiritualité, j'ai commencé à écouter des podcasts qui démontaient toute spiritualité et mouvement New Age, et c'est vrai que quand on va avoir les informations on les trouve, et en fait quand on veut trouver des vérités on les trouve. Bien sûr. Dans tous les cas, et j'étais arrivé sur un truc que de toute façon en fait à part la matière rien n'existe. Alors moi qui te parlais au début du podcast le monde, l'univers, tout ça, moi j'étais arrivé non en fait et des fois il faut reposer les fondements, enfin je veux dire on est aussi, parfois on fait des resets personnels et moi j'aime les sceptiques. J'ai pas de problème. Souvent, ce sont même mes meilleures consultations. Bon, sauf si vraiment on est dans une violence ultime d'hommes ou de femmes complètement fermés. Mais finalement, ce postulat de départ que tout est possible, tu vois, permet parfois des messages extraordinaires et très touchants aussi. Donc, et en plus, c'est mon univers. Je précise que moi, j'ai aucun problème avec les sceptiques, puisque encore au quotidien, pardon pour ce que je vais dire, pardon papa, il me passe un coup de fil la dernière fois, il fait « Ton oracle est sorti ?» Alors je fais « Oui ». Et il me dit « c'est pas un livre, hein. » Et donc, tu vois, je sens la faille. Et je lui dis, non. Et il me dit, c'est des cartes. Oui. Et il me fait, mais on ne joue pas. Oh, tu vois, t'es au qui est-ce ? Femme, homme. Voilà. Ça, c'est mon univers personnel. Et bah, tout va bien. Et je me dis, et c'est encore plus, pas gratifiant, mais c'est encore plus touchant de voir des hommes et des femmes qui ne croyaient en rien, en tout cas n'avaient pas d'ouverture spirituelle, tout d'un coup recevoir quelque chose qui va les toucher profondément. Pour moi, c'est même plus gratifiant. Ouais. Et puis là, c'est l'idée de savoir aussi justement... Parce que ça peut être vu avec toi, mais ça peut être des signes que les gens ne voient pas directement dans la vie. Toi, tu as un conseil pour que les gens arrivent à voir les signes, justement ? Alors, les cartésiens, pas sûr qu'ils aient envie de les voir, mais en tout cas, les gens qui ont une certaine ouverture. Déjà, de sortir la tête de son iPhone, ça peut être pas mal. Parce que, oui, en fait, on quotidiennement, on a le nez partout ailleurs que dans le ciel. Hein. On est quand même déjà... et le meilleur conseil, avant toute chose, avant de faire du blabla New Age, spirituello, ésotérique, cassez vos routines. Allez, c'est déjà, si vous voulez des signes de l'univers, des changements de paradigme, changez de routine. Et changer de routine, c'est pas tout d'un coup devenir végétarien, faire un trip à New Delhi. Hein. Non, mais parce qu'on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Change de routine. Va voir des choses que tu ne voyais pas, change ton chemin sur le GPS. Voilà, c'est aussi finalement insignifiant que ça, mais c'est aussi puissant que ça. Voilà, c'est parce que tout le monde dit oui, alors très bien, la spiritualité, il faut que je prie tous les matins. Non, prie pas. Au lieu d'aller à droite, va à gauche pour changer de ton trajet de boulot. Cette personne-là, tu lui parlais jamais, vas-y, adresse-lui la parole, va voir ce qu'elle a à dire. C'est aussi simple que ça, parce que déjà, il va y avoir une vision diamétralement changée et opposée peut-être à ce que tu pensais des gens et des choses. Et déjà, t'es en route pour le langage sémiologique. Ouais, tu sais, même si je suis allé en Inde, c'était pas pour me moquer de toi. Non, mais bien sûr. Mais c'est là pour le coup, j'étais ouvert. J'ai quitté, j'en avais ras-le-bol de Paris, j'en pouvais plus. Je suis arrivé ouvert en mode à l'aventure. C'est ça. Pour retrouver ma spiritualité, qu'est-ce que j'ai trouvé ? Un mec. Je suis tombé amoureux quand même. Oui. C'était pas du tout prévu. C'est mange-prième. C'est pas en Inde qu'on va chercher l'amour de sa vie. Enfin, ou pas. Ou peut-être. Ou pas. Enfin, en tout cas, moi, j'y allais pour me retrouver moi. Oui.
À aucun moment j'aurais pu imaginer rencontrer un Indien, c'est pas un touriste, hein, Oui, oui, oui. avec qui j'ai eu un coup de foudre. C'est beau. Et Oui, mais tu j'étais sais ouvert. pourquoi ? Parce que tout d'un coup, tu avais lâché prise sur quelque chose. Tu n'avais plus ta routine quotidienne, le paysage ne l'était plus non plus, et donc le corps, en fait, perd ses réflexes, parce que tu avais perdu tes réflexes. Oui. Bah, je sais pas où je suis, je sais pas ce qu'on bouffe, tout est différent. Et bien là, l'univers se dit, ça y est, enfin, il est à notre dispo, là, on va pouvoir le mener, ou en tout cas le conduire sur des nouvelles rencontres, des nouveaux messages, etc. Et c'est pas anodin, en général, effectivement, que l'amour soit au coin de la rue. Ou à New Delhi, où tu veux, voilà, bien sûr. Bon, partez pas en trip à New Delhi pour tomber amoureux d'un Indien, hein, je veux dire, on n'est pas obligé non plus, hein, ça va nous coûter cher cette affaire-là. Mais ouais, voilà, casser la routine, effectivement. On peut aller aussi en week-end dans le Creusot, hein. Hein, je veux dire, c'est tout, c'est breaker, couper, changer. C'est très fort ce que tu dis là, parce que à mon retour depuis là que j'ai repris le quotidien, en fait j'ai repris tous mes automatismes. Oui. Et en fait tout le monde, je pense que même tous ceux qui nous écoutent, rendez-vous compte à quel point on est dans des automatismes et que même si on veut les casser, on ne les casse pas vraiment. Non, Ça vraiment. qui est, Ouais, c'est très résistant. Effectivement, c'est très résistant. Et avant toute chose, avant de prier, avant de faire quoi que ce soit, il y a vraiment un peu se faire cette violence de changer quelques petites choses. Et c'est déjà tellement payant, c'est ça que je veux dire. C'est déjà tellement payant. L'univers n'attend que ça, c'est ça que je veux dire. Ah, ça fait du bien de t'entendre parler de ça. Mais oui. Ça redonne de la confiance. Vraiment. On a l'impression, tu sais, que c'est le Graal, qu'on doit mériter un signe, que faut avoir, je sais pas, moi, s'être purifié 10 fois. Je dis ça parce que moi, je suis partie à Bali, je suis allée aux 12 fontaines purificatrices. Bah, à la fin, t'as le fossile, il est là. Je me suis dit, c'est ça, là, on va se purifier 12 fois dans les fontaines. Ce qui est magnifique. C'était une cérémonie sacrée et magnifique. Mais en fait, on n'a pas essentiellement besoin de faire tout ça. On peut juste changer quelques petites choses. Tu reçois des signes facilement, toi ? Évidemment, parce Tout que le temps. je parle français, allemand et signe. Mais oui. Mais parce que j'ai ouvert ma psyché à tout ça, bien sûr. Et je les demande ou je les induis, mais c'est bien sûr. On va terminer là-dessus parce que je vois que le temps passe, mais c'est quand même pour moi important. Tu dis où je les demande. Est-ce que tu as le sentiment que les gens ne savent pas ce qu'ils veulent et ne demandent pas justement ce qu'ils veulent ? Je souris parce que j'étais ce week-end en séminaire justement sur l'oracle des signes que j'animais et j'expliquais aux gens à quel point ils ne savent pas poser de questions, ou pas la bonne question, pas la bonne intention. Et donc je les maltraite un peu. Oui, je fais la prof de danse là, avec avec le bâton. Oui, on ne sait pas ce qu'on veut en fait. On sait ce qu'on ne veut pas, on pense qu'on veut quelque chose, mais on va pas au bout de son introspection. Et ça, c'est déjà le premier travail, effectivement. Je dis souvent pour rigoler, Dieu, aide-moi ! Et Dieu te dit, qu'est-ce que tu veux ? Comment je t'aide ? Ok, très bien, vas-y, je t'aide. Mais comment ? Qu'est-ce que tu veux pour toi ? Je peux t'assurer que très souvent, je ne vois personne qui, d'entrée de jeu, sans réfléchir, dit « je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça ». Tu sais qui sont les seuls qui font ça réellement ? Les enfants. Ah oui ? Oui, mais oui. Demande à un enfant ce dont il a envie. Ça va pas prendre 5 secondes, et je parle pas de la liste à Noël, mais même la liste à Noël. Ouais. Avant, quand on était enfant, on savait précisément ce qu'on voulait, tout de suite. Ça pouvait être matériel, psychologique, et on a perdu cette capacité à s'interroger réellement sur ce que l'on veut, pour diverses raisons, nos responsabilités, les injonctions sociétales, parentales, etc. Mais demande à un enfant ce qu'il veut, il va te dire tout de suite. Pour retrouver du coup peut-être ce qu'on veut vraiment, c'est se reconnecter à notre enfant, alors enfant intérieur, oui, pareil, je sais que c'est un grand mot, mais... Non, c'est magnifique, l'enfant intérieur. C'est ce qu'on en fait qui me saoule à 10 000. Là, je peux plus. En fait, j'ai un peu de mal avec une espèce de courant fourre-tout, momélé sudoku, là. Voilà, de ces gens qui savent plus utiliser un seul mot. Et Dieu sait que la langue française est belle. Et surtout, j'en suis vraiment une dépositaire modeste. Mais quand je vois dans ta magnificence de la luminescence,
l'essence extérieure de ton être éternel incorporé. Je peux plus, j'avoue, j'ai du bouton là tout de suite, effectivement. Oui, reprenons le mot enfant intérieur à sa traduction littérale, quoi. L'enfant qui sommeille encore à l'intérieur de nous et qui vibre encore beaucoup de ce qu'il a vécu, de ses traumas, de ses amours et de ses envies. C'est ça. Je pense qu'on va pouvoir terminer là-dessus, sur le fait que retrouver en tout cas ses envies d'enfance, c'est oui. Pour retrouver un certain sens, retrouver ce qu'on veut, et s'ouvrir à plus grand aux signes. Ça va être Noël bientôt. Ouais. On va faire notre liste. En tout cas, regardez vos enfants faire leur liste de Noël. Non, mais c'est vrai. Et faites pareil. Et faites pareil. Et faites pareil. Parce que déjà, de poser quelque chose sur un papier sous-entend s'interroger sur ce qu'on veut. Moi, ce que je trouve formidable chez les enfants, c'est qu'il y a le catalogue de 300 pages. Alors peut-être maintenant, il n'y a plus le catalogue, mais il y a peut-être sur Internet tout ce qu'ils veulent. Et ils savent exactement, parfois dans 300 pages, mais c'est vrai, hein, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Eh bien, posez-vous la bonne question. Qu'est-ce que je veux vraiment pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est essentiel? Et faites votre liste. Une liste que je vais pouvoir faire aussi, parce que je t'avouerais qu'en ce moment, je suis en plein là-dedans. Où, pousse-toi. Des fois, je me dis, mais qu'est-ce que je veux? J'en sais rien. C'est ça. J'adore faire ces interviews. Tu vois, là, je sais que le temps passe et qu'il va falloir qu'on arrête, mais je pourrais passer des heures à échanger, à connaître l'autre, etc. Mais en dehors de ça, justement, quand je me retrouve dans mon petit 17 mètres carrés, que j'ai plus de mec, que j'ai plus de chat, je me dis, mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux renaître? Ce serait pas mal. Non, mais c'est vrai. Tout perdre sous-entend une forme de renaissance. Mais en fait, je rigole parce que c'est juste. Mais oui. C'est tout à fait ça. C'est renaître à tout, en fait. Et même si tu es dans ces chagrins-là, tous les chagrins du deuil, de la rupture et du dénuement, parce que c'est ça aussi, hein, j'entends tout ça dans tout ce que tu me dis. Donc, si j'ai tout perdu, c'est que je m'étais perdue certainement dans certaines choses. Le potentiel est infini. Dis-toi que finalement, tu as le potentiel maintenant de tout faire, puisque tu recommences tout à zéro. Donc, oui. La seule chose dans laquelle on se trompe toujours, c'est qu'on veut tout faire vite, à juste titre pour le confort et évidemment la sécurité, qui n'en sont parfois pas, n'est-ce pas? Mais il y a vraiment maintenant, tu peux faire tout ce que tu as envie de faire. C'est plutôt génial, non? Oui, totalement. Évidemment, le soir, quand t'as l'évier qui fait glouglou et que t'as le blues et que t'as mangé trop de Magnum, tu te dis, elle nous saoule la blonde avec le potentiel infini, etc. Mais je t'assure que réellement, c'est ça. Tu peux tout refaire aujourd'hui. Et je te le souhaite. Merci beaucoup, Anne, en tout cas, Nico, pour cet échange que j'ai trouvé qui était très lumineux. On est parti super lumineux. On est parti sans ceinture de sécurité et sur des routes joyeuses. Ceux qui veulent te retrouver, il y a ton Instagram, Anne Tufigo, il y a les liens dans la description. C'est Anne Medium. Anne Medium, oui, tout à fait. Parce que personne ne sait écrire Tufigo, c'est une catastrophe. Vraiment, au départ, je voulais vraiment mettre mon nom de famille, ça marche pas. Enfin bref, j'ai tout. Donc c'est Anne Medium et il est certifié. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a tellement d'usurpateurs, de faux comptes. Faites très attention. Il y a aussi mon site internet, www.anne-medium.com. Là, il y a vraiment, c'est vraiment, je le redis parce que là, il y a tellement d'arnaques en ce moment que j'essaye de combattre tout ça. Voilà, effectivement. Ouais. Ton livre, il suffit parfois d'un signe. Pour ceux qui ont YouTube, il y a la petite... hop, c'est là. De toute façon, je l'ai dit, superbe livre qui est justement qui est beaucoup plus profond que juste écrire un bouquin, entre guillemets, de dev perso. Et comme l'oracle des signes, qui est beau, mais qui est beau. En plus d'être bien écrit, qu'est-ce qu'il est beau. J'ai eu la chance de rencontrer une très belle artiste qui a joué le jeu de 77 lames, quand même, parce que il y avait tout ça et vraiment je savais exactement comment je voulais qu'il soit et Alice Imbert, qui est la créatrice, l'illustratrice, a vraiment mis sa plume magique d'autrice et de créatrice dans cet oracle et je la remercie parce que il est exactement comme je voulais qu'il soit et j'ai pris plus de temps que ce qu'il ne fallait pour ça justement, pour qu'il soit exactement comme je voulais qu'il soit. Et le résultat, il est clairement là. Merci beaucoup. Merci à toi. Je te dis à très très bientôt. Autour quelque part d'un petit cocktail, en écoutant Mylène Farmer. Ah ouais. J'ai pas fait. Non mais le concert il a été annulé. Je te rappelle, je devais y aller là avec Jérôme Oliveira à qui je fais plein de bisous. Allez annulé puisque il y a eu les manifestations. Mais tu retournes l'année prochaine de toute façon. Oui, mais c'est novembre 2024. Ouais, c'est loin. Entre temps, j'irai voir d'autres choses, c'est sûr. Ouais, je l'avais vu à Nantes.
J'ai eu cette chance, mais je la reverrai aussi à ce moment-là. Ouais, elle a bercé ma jeunesse et c'est une pionnière aussi de l'ésotérisme, en tout cas, à sa façon. Je lance un appel. Mylène, viens, on fait un podcast avec Anne Tufigo et on se fait un podcast à 3. Non, à 4 avec Jérôme. Ah bah oui, parce que là, si on n'invite pas Jérôme, je pense qu'il nous parle plus jamais. Oui, merci. Ouais, vraiment. Merci à Mylène pour tout ce qu'elle a. Je crois que l'horloge de Baudelaire, je crois que j'ai saoulé toute la terre entière. Je peux te la réciter encore maintenant. C'est justement quand même le premier poème que j'ai appris, c'est l'horloge de Charles Baudelaire dans Les Fleurs du Mal, que vous pourrez retrouver pour les aficionados de la poésie. Et c'est justement la temporalité à laquelle nous sommes tous confrontés sur Terre. Donc c'est quand même très, très fort, très puissant. Voilà, je la remercie de ça. On termine sur Mylène Farmer et l'horloge. C'est beau, non ? Je suis ravie. Écoute, hein. Mais oui. Voilà, et qui te dit souviens-toi. Bah, souviens-toi, Nico. À très bientôt, Anne. À bientôt. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère vraiment que tu as apprécié cet échange autant que j'ai apprécié la discussion avec Anne Tufigo. C'était vraiment un réel plaisir pour moi de l'avoir dans ce podcast, vraiment. Espérons que ça t'aide à oser peut-être, à aller toucher ton 6e sens, à aller toucher à quelque chose de plus grand, à oser finalement écouter les signes et à trouver ton alignement le plus total et à trouver l'équilibre dans ta vie. Je te le souhaite grandement. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager à des personnes en disant que peut-être ça leur servira d'avoir peut-être cet épisode dans leurs oreilles à un moment donné de leur journée. Et puis, n'oublie pas que tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, un petit commentaire également. Et c'est la même chose pour YouTube. Tu peux laisser un petit like, un commentaire. Je regarde tous les commentaires, j'y réponds, ça me fait extrêmement plaisir et en fait ça permet un bon référencement et c'est grâce à cela que j'arrive à avoir des invités de qualité comme cet épisode avec Anne. Donc s'il te plaît, ça te prend 2 secondes, ça ne te coûte rien et vraiment ça m'aide énormément. Je te remercie en tout cas si tu l'as déjà fait. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour tous vos messages sur Instagram et je vous dis à très 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 bientôt pour un nouvel épisode. Salut.